Aloha, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une compilation. Je suis désolée, j'ai pris beaucoup de retard sur mes dernières vidéos. Là, je suis en train de travailler sur une très grosse vidéo qui me prend énormément de temps. Donc, soyez un petit peu patients, je suis vraiment désolée. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. En France, d'après le ministère de l'Intérieur, plus de 40 000 personnes disparaissent chaque année. Plus de 30 000 sont retrouvées. Il reste environ 10 000 disparitions non élucidées, classées inquiétantes. Chaque année, dont presque un dixième, environ 800 concernent des mineurs. La première disparition dont je vais vous parler est celle de Jawida Boumassa. Elle est née le 28 août 1965 à Blida en Algérie. Elle a disparu le 12 février 1999 à Paris. La dernière trace est le retrait d'argent qu'elle a effectué à un distributeur de billets. Ensuite, plus rien. Jawida n'avait aucune raison de disparaître. Sa famille est très inquiète. Elle cherche à savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Yves Jumeau. Il est né le 15 février 1965 à Issy-les-Moulineaux dans le 92. Il a disparu le 22 novembre 1996 à Corbeil, dans le 91. Il mesure 1,65 m. Il a les yeux gris, les cheveux châtain clair. Malheureusement, Yves est handicapé mental. Il a disparu après avoir pris son repas du midi au centre d'aide par le travail. Personne ne l'a revu depuis. Il est parti avec 150 francs, ainsi que sa carte d'identité et sa carte de transport. Éric Béliard, il est né le 14 mars 1958 à Le Rincy dans le 93. Il a disparu en mai 1994 en Angleterre. Éric a disparu en mai 1994 dans la banlieue de Londres. Après de brillantes études, Éric vivait seul dans son appartement. Il était instituteur spécialisé à Montfermeil dans le 91. Il a fait une dépression nerveuse en 1990. Ensuite, il va en Hollande, en Suisse et en Allemagne. Et en mai 1994, il part pour l'Angleterre à Aberdeen, puis à Essex, dans la banlieue de Londres. Par téléphone, il contacte sa mère et il dit vouloir embarquer. Plus de nouvelles d'Éric depuis cet appel. Avant son départ, Éric écrivait beaucoup, surtout des poèmes. Sa mère espère que Éric soit toujours en vie et qu'il se manifeste un jour ou l'autre. Cédric Laville. Il est né le 26 juin 1978 à Marseille. Il a disparu mi-novembre 2006 à Villefranche-sur-Saône. Il mesure 1,75 m. Il a les yeux marrons et les cheveux châtains. Cédric est dépressif. Depuis sa disparition, il n'a donné plus aucune nouvelle. Gilberte Bellosta. Elle est née le 29 novembre 1946 à Codon, dans le 32. Elle a disparu le 22 novembre 2007 à la Bernerie en Rèze, dans le 44. Elle mesure 1,55 m. Elle a les yeux bleus. Gilberte n'a pas pris son sac à main, mais elle a pris avec elle un sac en toile beige de la marque Leclerc, contenant des papiers administratifs. Elle n'a plus jamais été revue. Tassiana Sébile. Elle est née le 18 avril 1989 à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94. Elle a disparu le 19 novembre 2007 en Seine-Saint-Denis dans le 93. Elle mesure entre 1,65 m et 1,70 m. Elle a les yeux marrons et les cheveux châtains. Tassiana a disparu le 19 novembre entre son domicile et son lycée à Saint-Ouang dans le 93. Elle a dit à sa mère qu'elle dormait chez Nadia, une copine de son lycée. Après diverses investigations effectuées par sa mère, elle apprend qu'il n'y a personne se prénommant Nadia à son lycée. Depuis, plus personne ne l'a revue. Sandy Dumas. Elle est née le 7 avril 1990 à Montmorency dans le 95. Elle a disparu le 24 août 2007 à Quimper dans le 29. Elle mesure 1,60 m. Elle a les yeux marrons, les cheveux blonds avec des mèches rousses. Sandy a disparu le 24 août. Elle devait prendre un train en gare de Quimper à destination de Rosperden dans le 29, où sa famille d'accueil l'attendait. Personne n'est descendu du train.
Depuis cette date, elle n'a plus donné signe de vie. Cela ne lui ressemble pas, surtout qu'elle effectue un apprentissage qui l'a passionnée. La famille de Sandy a appris avec des témoins qu'elle a été vue en dernier en compagnie de 2 hommes plus âgés qu'elle. Personne ne connaît ces 2 hommes. Nous craignons que Sandy n'ait été enlevée. Arthur Haenel. Il est né le 19 septembre 1986 à Strasbourg. Il a disparu le 29 juin 2007 à Lanvéole dans le 29. Il a été vu en Hollande pendant une semaine au début juillet 2007. Depuis, on est sans nouvelles de lui. On ignore où il se trouve. Sa famille est très inquiète. Armando Marchesi. Né le 10 septembre 1951 à Bebedouro, Sao Paulo, Brésil. Il a disparu le 11 mai 2007 à Paris dans le 6e arrondissement. Il mesure 1m78, il a les yeux marrons. Il parle très mal le français, mais il parle très couramment l'anglais, l'espagnol et le portugais. Il n'a aucun moyen de paiement et aucun document d'identité sur lui. Il n'a jamais été revu. Laurent Marilleur. Il est né le 13 janvier 1970 à Mâcon. Il a disparu le 13 avril 2007 à Virieu-le-Grand, dans le 01. Il mesure 1m70, il a les yeux bleus. On suppose qu'il est parti se promener à pied dans la matinée le long des cascades de Clairefontaine. Il n'a pas de papier d'identité ni moyen de paiement avec lui. Il n'a jamais été revu. Jérémy Chartier. Il est né le 24 juillet 1981 à Chartres dans le 28. Il a disparu le 7 août 2004 à Sainte-Clotilde sur l'île de la Réunion. Il mesure 1m118, il a les yeux bleus. Quelques jours après sa disparition, sa voiture a été retrouvée abandonnée. La famille de Jérémy le cherche sans relâche. Elle voudrait savoir ce qui lui est arrivé. L'espoir de ses parents a résisté à l'épreuve du temps. Après la disparition de leur fils, Jérémy, ses parents, Naoline et Francis, y croient dur comme fer. Jérémy est bien vivant. Il n'y a pas de corps, donc c'est synonyme d'espoir. L'espoir de le retrouver vivant. L'espoir surtout qu'il ait un moment où il va réagir et se dire qu'il faut qu'il revienne, confie la maman de Jérémy. Les parents de Jérémy vont très souvent à La Réunion, depuis le drame. Comme à chaque visite, ils relancent les recherches et les appels à témoins. À chaque témoignage, les parents se déplacent, mais sans succès jusqu'à présent. Au moment de sa disparition, en août 2004, Jérémy avait 23 ans. Il était employé comme cuisinier et avait des projets. Pour sa mère, il n'avait aucune raison de disparaître. Lorsque l'on a retrouvé son véhicule, mon frère est allé dans l'appartement où il habitait. Il avait une machine à laver qu'il avait fait tourner. Il avait disparu en laissant ses papiers d'identité et en vidant ses poches. Malheureusement, en 2022, il est toujours porté disparu. Alain Coussira. Il est né le 15 septembre 1946 à Bordeaux. Il a disparu le 28 novembre 1997. Il mesure 1m65, il a les yeux verts. Marie-Sylvaine Bertil. Elle est née le 23 octobre 1970 à l'île de la Réunion. Elle a disparu le 12 juillet 2007 à Le Faquet dans le 56. Elle mesure 1m60. Cédric Valois. Pour cette disparition, je vais vous lire le témoignage de sa maman. Cédric est né le 13 février 1976 à Dieppe. Il a disparu le 11 septembre 1997 à Fos dans le 95. Il mesure 1m80, il a les yeux bleus. On ne se remet jamais de la disparition de son enfant. Un soir de l'année 1999, assise devant sa télévision, Lydie Valois zappe les chaînes comme elle a l'habitude de le faire. Interdite, elle se fiche soudain devant un match de foot. Sur l'écran, un homme tient une pancarte à bout de bras, au milieu de la foule en délire. Avec un mot et un numéro de téléphone. Manu, appelle-nous. Elle compose fébrilement le numéro. Au bout du fil, une voix tranquille lui répond, celle de Jean-Yves Bonissant, un père blessé qui tente coûte que coûte de retrouver son fils, Emmanuel, disparu en 1996. Manu, appelle-nous. Ce message rappelle à Lydie la disparition de son propre fils en 1997.
Emmanuel est de 1975, Cédric de 1976. Jamais Lydie Valois n'oubliera le jour de sa disparition. Cédric est parti à 17h07. C'était un jeudi, le 11 septembre 1997. Elle épluchait des légumes. Il est sorti sans un mot, raconte-t-elle, les yeux embués de larmes. Le jeune homme de 21 ans n'est jamais revenu. C'est comme si le temps s'était arrêté ce jour-là, confie la nourrice retraitée, aujourd'hui âgée de 69 ans. Au milieu des photos de famille sur le buffet, trône celle de Cédric, dont les yeux bleus rappellent ceux de sa mère. Ce sont mes tripes, une partie de moi qui est partie, commente Lydie, en désignant le cadre. Sa douleur est toujours là. Rien ne prévoyait son départ. Je sentais qu'il était content d'être à la maison, murmure-t-elle, le regard ailleurs. Commence pour elle un combat en solitaire. La mère de 3 enfants n'a aucune connaissance des démarches à entreprendre. À l'époque, on était très mal renseigné sur les disparitions, explique-t-elle de sa voix douce. Une amie la forme de l'existence de la recherche dans l'intérêt des familles. Une procédure permettant de déclarer la disparition des majeurs. Le dimanche, elle prévient la gendarmerie de Survilliers-Fosse, petite commune tranquille de la banlieue parisienne. Les gendarmes m'ont dit « Il a plus de 18 ans, il fait ce qu'il veut ». Lydie doit se résoudre à faire les recherches seule. Dans ce genre de situation, on survit, mais on ne vit plus. La famille en pâtit aussi. Parfois d'ailleurs, le mal survient des années après. La petite sœur de Cédric refoulait sa tristesse. Elle avait 14 ans lors de sa disparition. À 17 ans, elle a fait une tentative de suicide. Mon mari, lui, s'est enfermé dans le silence. On n'en parle pas, c'est trop dur. Lydie se débrouille avec les moyens de l'époque. En cette année 1997, les réseaux sociaux n'existaient pas. Elle colle des affiches dans les gares, les magasins et même sur sa voiture. J'en avais mis à la gare du Nord, quelqu'un les a arrachés. Cela m'a fait mal au cœur, se souvient-elle. Lydie Valois sollicite tous les services administratifs, sécurité sociale, état civil, banque. Partout, elle se heurte à des murs. Dès qu'une porte s'entrouvait, elle se refermait, raconte-t-elle avec amertume. Cédric a été réformé en août 1997 par l'hôpital de Grasse, mais l'armée reste fidèle à son rôle de grande muette. Un jour, elle entend dire que son fils s'apprêtait à se marier. À la mairie, personne n'acceptait de me dire s'il avait publié des bans. Ce n'était qu'une rumeur. Des lueurs d'espoir suivies de désillusions, elle en a connu aussi. 2 mois après la disparition, une adolescente la contacte par téléphone. La jeune fille affirme être une amie de son fils et la prévient de l'arrivée imminente de Cédric. Lydie se précipite à la gare de RER. Il n'y trouve personne. Ce jour-là, j'ai eu des envies de meurtre pour les 5 minutes d'espoir qu'elle m'avait données. Sa voix s'éteint. Dans cette tragédie, un homme a réussi à lui donner la force de poursuivre. Jean-Yves Bonissant. La disparition de leurs fils respectifs les a liés à jamais. Sans lui, je ne suis rien, souffle à demi-mot l'ancienne nourrice, dont le sourire timide apparaît. Ce sont des plaies qui ne cicatrisent pas. On a Manu en permanence à l'esprit, assure de son côté Jean-Yves Bonissant, ému. Emmanuel, dit Manu, a pris le train pour Rennes le 16 février 1996. Arrivé à destination, le jeune homme de 20 ans n'a plus donné signe de vie. Inquiet, son père prévient les gendarmes et constate avec rage leur impuissance. J'en savais rapidement plus qu'eux. S'agace-t-il. 6 mois après, je rencontre un ami de mon fils qui travaillait au commissariat de Rouen. Il m'apprend qu'il n'a jamais entendu parler de la disparition de Manu. Tempête, Jean-Yves Bonissant, encore animé par l'émotion. J'étais perdu, je me raccrochais au service de police. Quand j'ai constaté qu'il ne savait pas quoi faire de moi, j'ai commencé à ruer dans les brancards. Emmanuel voulait faire carrière dans la marine. Sa disparition risque de faire de lui un déserteur. Son père se démène pour contacter le ministère de la Défense, afin qu'il soit réintégré, et le fait savoir sur l'appel à témoins de l'association, sous le portrait du garçon brun aux yeux bleus, caché sous de grandes lunettes, un phare attire l'attention.
Une phrase attire l'attention. Manu, pour l'armée, tout est ok, et sonne comme l'appel déchirant d'un père à son fils. Jean-Yves Bonissant a tout fait, tout essayé. J'ai dormi très peu, parfois 8 heures par semaine. Après des recherches non-stop pendant 2 ans, il devient expert dans le domaine des disparitions. Mais de ses contacts avec les autorités, il garde une profonde rancœur. Ce n'était pas seulement de la colère. Avec la fatigue, on se met à être enragé. Ensemble, Jean-Yves et Lydie font en sorte que les visages d'Emmanuel et de Cédric ne soient pas oubliés. Et pour cela, tout est bon à prendre. Une émission de télévision, les contacts, c'est le soulagement, ils vont pouvoir parler de leur fils. Un espoir vite déçu. Les journalistes les informent qu'une autre famille a été sélectionnée parce qu'elle a créé une association. La loi de la course à l'audience n'épargne pas les disparus. On connaît l'envers du décor de ces programmes. Vous connaissez l'émission phare des années 90, perdue de vue? Ils savent qu'ils vont le retrouver à la fin, soupire Lydie de guerre lasse. C'était sans compter sur la force de caractère de Jean-Yves Bonissant. Ils choisissent une famille qui a fondé une association. Alors faisons pareil. Manu Association, née en 1999. Au bout de 3 ans de recherche infructueuse, Jean-Yves Bonissant a compris que rien n'existait pour les disparus. Il entame alors un bras de fer avec l'État. J'ai affronté des policiers, des gendarmes, mais aussi le ministère de la Justice et l'Élysée. J'ai dû lutter pour leur faire comprendre qu'il y avait des choses à faire, des lois à voter. Grâce à lui, la recherche des disparus progresse, notamment en 2004 avec la mise en place de la charte d'accueil du public et des victimes, dans les brigades de commissariat dont l'article 6 stipule que tout signalement de disparition mérite un traitement immédiat. Tout ce qu'on a eu, c'est par nous-mêmes et grâce à Jean-Yves, affirme Lydie, catégorique. Ses grands yeux s'illuminent. Jean-Yves, il connaît tout. C'est ma 3e jambe. Il me tient debout. Sans mon président, je ne suis rien, lâche-t-elle. Jean-Yves Bonissant n'a en effet de cesse de faire avancer la cause. Leur terrain de prédilection, les médias, à leurs risques et périls. D'un geste, Lydie sort un magazine féminin de sa table de salon. Regardez ce qu'ils m'ont fait. J'étais furieuse. Sur toute la page, une grande photographie d'elle, le regard au loin sur son canapé, le visage de Cédric étant tout petit, trop petit pour que cela aide à sa recherche. Jean-Yves Bonissant a aussi œuvré pour la reconnaissance de la douleur des familles, trop souvent malmenées dans les commissariats. J'ai écrit au ministère de l'Intérieur pour l'informer que ce n'était pas à moi de former ces personnels. Des améliorations ont été faites depuis. Un manuel a été créé, et d'ajoutant cinglant, sauf qu'il avait oublié la gendarmerie. Il a fallu que je repasse une journée à Paris pour l'adapter à ce service. C'est censé être eux, les professionnels, non? Le père de 4 enfants reprend. Je n'aurais pas bougé, il serait toujours les mains sur le ventre. Un avis que partage Lydie. Maintenant, ils ont un peu appris sur les disparus, ce n'est pas trop tôt. Leur colère est à la mesure de l'indifférence qu'ils rencontrent. Seul Nicolas Sarkozy s'est intéressé à notre cause, commente la retraitée écœurée. Grâce à lui, on a eu l'alerte enlèvement en 2006. J'éprouve de la colère envers le gouvernement. Dans plein d'autres pays, des choses sont mises en place pour aider les familles de disparus. En France, on n'a rien. Pour garder de l'énergie, l'association organise des rencontres entre proches de disparus. On est tous dans le même drame. Quand on est ensemble, on est une grande famille. On se sent bien, glisse Lydie Valois. La retraitée se souvient avec nostalgie des belles années, celles des lotos, des assemblées générales en nombre et des grandes réussites. Pendant près de 15 ans, ça a bien fonctionné. La reporter Florence Aubenas est même venue nous voir, précise-t-elle avec fierté. Aujourd'hui, le cœur n'y est plus. À la dernière assemblée générale, on n'était que 4. On a perdu toutes nos illusions, soupire Lydie. Ce serait pourtant facile de faire avancer les choses. À une époque, j'ai écrit au présentateur du journal télévisé de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, pour qu'il diffuse des appels à témoins sans succès. Au Canada, les journaux télévisés le font. Pourquoi pas en France? Cela leur prendrait 1 minute. Jean-Yves Bonissant n'est pas non plus sorti indemne de son combat. On a attendu 12 ans avant que les autorités acceptent de prélever nos ADN au cas où le corps d'Emmanuel serait retrouvé. 12 ans.
Malgré la souffrance, pas question pour autant de renoncer. J'ai une force énorme, c'est la souffrance qui me fait avancer, affirme Lydie Valois. J'ai compris que si, moi je ne m'en occupais pas, personne ne le ferait. Sa silhouette frêle et sa fragilité apparente contrastent avec la puissance de son engagement. On peut tout me prendre, mais pas mon fils. On ne fait jamais le deuil d'un enfant, déclare-t-elle. Aujourd'hui encore, cette mère de 3 enfants veut des réponses. Elle en a eu certaines. Ses yeux d'un bleu profond s'obscurcissent. Cédric faisait des crises violentes. Elles ont mené à son hospitalisation peu avant sa disparition. Car le jeune homme est atteint de schizophrénie. Au cours d'une de ces crises, il avait enlevé le papier peint de sa chambre et laminé le parquet. Aujourd'hui, celle-ci a été remise à neuf. Toutes les affaires de Cédric sont encore là. Si jamais il revient, je veux qu'il sache qu'on a tout gardé pour lui, montrer qu'on ne l'a pas oublié. Ses vêtements sont toujours accrochés au cintre et ses cassettes de musique posées sur l'étagère. Son portefeuille coloré aussi, Lydie l'a conservé. Elle a simplement remplacé le billet de 10 francs par 10 €. Il est parti sans rien, souffle la retraitée, toujours envahie par l'angoisse. Un autre mal la ronge depuis tant d'années, la culpabilité. Elle lui a écrit une lettre avec tout ce qu'elle n'a pas eu le temps de lui dire. Elle s'en veut de beaucoup de choses. C'est si facile de gamberger en boucle, de refaire le récit, de reconstruire l'histoire, de chercher des réponses. La nuit, je rêve de lui, c'est horrible. Je déteste faire ce rêve. À la fin, il veut toujours s'en aller. Et le jour, il l'obsède. À la fête des mères, à Noël, au mariage de ma fille. À Noël, j'ai même été tentée de lui faire une assiette. Son visage est fatigué. J'espère avoir des réponses avant ma mort. Le 13 février, c'était son anniversaire. Cédric a eu 48 ans. Lydie lui a mis 160 € dans une enveloppe. Comme chaque année, comme à ses filles, comme s'il n'était jamais parti. L'armoire de sa chambre est remplie de cadeaux emballés. À chaque voyage, elle lui ramène un souvenir. Le premier, c'était un jean 501. Je savais qu'il en voulait un, explique-t-elle en effleurant le pantalon, délavé taille 38. Suivront un briquet, une ceinture, un cendrier, un horoscope chinois et tant d'autres présents. Lydie a continué d'alimenter le compte en banque de son fils, au cas où il en aurait besoin. À la douleur s'est ajouté le problème de la succession. On me disait qu'il fallait que je déclare décédé sur le livret de famille. Mais ça, je ne le ferai pas, jamais. Et pas question que le gouvernement s'empare de cette somme à sa mort. J'ai su que si je faisais aucune démarche, cela pourrait revenir à l'État. Cet argent est pour lui, assure-t-elle. J'ai fait en sorte qu'il revienne aux enfants de mes enfants. Ce sera long, mais au moins, cela restera dans la famille. Et c'est un notaire qui cherchera un jour son fils dans le cadre de sa succession. Jean-Yves Bonisson, lui, rêve d'avoir un jour de la chance. J'ai aidé à retrouver énormément de personnes. J'aimerais que de temps en temps la roue tourne. On n'a toujours rien. C'est comme si Emmanuel avait appuyé sur pause. Cela commence à faire long. Peut-être qu'on a fait le plus gros du parcours, espère-t-il, mais même ça, on ne le sait pas. Gabriel Guimet, 28 ans, a disparu à Reboursoir, dans 74, le 11 juillet 2007. Il a disparu en Haute-Savoie le 11 juillet 2007 sans ses médicaments, sans moyen de paiement et sans ses papiers d'identité. Hervé Bouteillon. Il est né le 18 mai 1965 à Saint-Martin-d'Aire, dans le 38. Il a disparu le 7 mai 1999 à Romans-sur-Isère, dans le 26. Il mesure 1,72 m. Il a les yeux marrons. Il devait passer la nuit dans un hôtel de la ville. Personne ne le verra et il n'a plus donné de ses nouvelles depuis ce jour. Clément Oudaillé. Il est né le 31 décembre 1979 à Saint-Brieuc dans le 22. Il a disparu le 29 mai 2002 à la Martinique. Il mesure 1,88 m. Il a les yeux gris. Clément, étudiant à Bordeaux, a rejoint ses parents qui habitaient à la Martinique à cette époque. Il est arrivé le 22 mai 2002 sans les avoir prévenus. Il a disparu le 29 mai 2002, étant vu pour la dernière fois au nord de la Martinique. La voiture qu'il avait louée a été retrouvée au pied de la montagne Pelée, avec toutes ses affaires à l'intérieur, vêtements, argent et papiers. Malgré de nombreuses recherches
Faites sur l'île et quelques îles environnantes, il n'y a aucune piste à ce jour. Les parents de Clément espèrent savoir un jour ce qui lui est arrivé. Mélissa Le Grissu. Elle est née le 18 mars 1993 à Louviers dans le 27. Elle a disparu le 14 mai 2007 à Montchanin dans le 71. Elle mesure 1,65 m. Elle a les yeux marrons. Mélissa a disparu le 14 mai. Elle est partie avec le trapéziste Pépito Goujon, majeur du cirque Zavata et la ménagerie Goujon. Elle n'a plus jamais donné signe de vie. Lily Bournic, 1 an, a disparu le 26 décembre 2004 à Krabi, près de Phuket, dans le sud de la Thaïlande. Elle accompagnait ses parents en vacances en Thaïlande ce jour-là. Ils étaient tous les trois à bord d'une barque qui transportait un groupe de touristes. Il faisait beau quand tout à coup surgit le terrible tsunami. La barque a chaviré. Tous se sont retrouvés dans l'eau. Le rivage n'était pas loin. La violence de cette vague dévastatrice a surpris tout le monde. La mère de Lily a pu s'accrocher au branchage de la rive. Quelque temps après, on a retrouvé le corps sans vie du père de Lily. Il s'est noyé lors du chavirage. La mère de Lily a cherché après sa fille pendant plusieurs jours. Son corps n'a pas été retrouvé. Elle a été aidée par les gendarmes venus de France, dans le but d'identifier les corps des touristes français décédés. Parmi les centaines de corps que la vague a laissés en se retirant, la mère de Lily a remué ciel et terre dans le secteur de Krabi et Phuket. Elle a réussi à obtenir des informations. Plusieurs enfants auraient été récupérés, dont certains de type européen. Lily faisait partie des enfants récupérés par des personnes qui font un trafic d'enfants. Ils auraient été regroupés dans une maison en Thaïlande, puis vendus pour être adoptés par des parents peu scrupuleux. Depuis cette terrible journée pour la mère de Lily, elle n'a cessé de la rechercher. Dans son enquête, une piste est actuellement suivie par la police. Lily aurait été adoptée par des parents en Europe. Nathalie Martin Levens. Elle est née le 29 mai 1969 à Pau. Elle a disparu le 13 avril 1980 à l'âge de 14 ans. Nathalie a disparu le 13 avril 1980 à Saint-Clément-des-Baleines, île de Ré. Elle était en vacances chez son oncle et sa tante. Ils sont partis à la pêche au crabe au phare des Baleines. Dans la matinée, son oncle s'est éloigné pour pêcher, tandis que sa tante est restée avec elle plus près de la côte. Elles ont discuté un moment ensemble, puis, sans s'en rendre compte, elles se sont éloignées l'une de l'autre. En fin de matinée, l'oncle et la tante de Nathalie l'ont cherchée en vain. Elle avait disparu. Ce mystère est un poids qui pèse sur les épaules de l'oncle et la tante de Nathalie depuis plus de 25 ans. Le père de Nathalie est décédé en 2000. Sa mère, sa tante, son oncle et le reste de la famille attendent de savoir ce qui lui est arrivé ce matin-là. On est sans nouvelles de Nathalie depuis. Que s'est-il passé? Fugue? Enlèvement? Quelqu'un a peut-être vu quelque chose d'anormal le matin du 13 avril 1980. À ce jour, personne n'a signalé quoi que ce soit. Denise Pipiton. Elle est née le 26 octobre 2000. Elle a disparu le 1er septembre 2004 à Mazara del Vallo, Trapani, Sicile. Elle a disparu alors qu'elle jouait devant chez elle à Mazara del Vallo. Le 18 octobre 2004, un vigile était en faction devant une banque à Milan. Il a été intrigué par des tziganes qui faisaient la manche. Il s'est étonné qu'une des enfants ressemble à Denise. Il avait vu l'appel lancé dans l'émission Sheila Visto, diffusée sur la Rai 3. À un moment, l'adulte aurait dit « Danas » et l'enfant aurait répondu « Où m'emmènes-tu » Le vigile a appelé la police, mais quand les forces de l'ordre sont arrivées, les tziganes avaient disparu. Le vigile a eu le temps de filmer le groupe avec son téléphone portable. Le 20 mars 2005, la Rai 3 a diffusé ces images et la mère de Denise Pipiton est convaincue qu'il s'agissait bien de sa fille. Lors de la diffusion des images par Sheila Visto, un témoignage est arrivé au standard de l'émission. L'enfant aurait été aperçu à Lyon, en France. À ce jour, il n'est pas prouvé que Denise soit entre les mains des tziganes. Les enquêteurs étudient une autre piste actuellement, car Denise pourrait être retenue en Tunisie. Geoffrey Dagneau.
Il est né le 1er septembre 1980 à Savigny-sur-Orge, dans le 91. Il a disparu le 15 décembre 1997 à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il mesure 1,75 m, il a les yeux marrons. Le matin de sa disparition, Geoffrey était en cours au lycée Einstein à 9h30 après le premier cours. Il a quitté le lycée avec sa petite moto pour emmener les devoirs chez son ami, qui était malade ce jour-là. Il ne s'est pas rendu chez son ami, plus personne ne l'a revu. Seulement sa moto a été retrouvée 5 jours plus tard à proximité du quartier La Grande Borne à Grigny dans le 91. Elle a provoqué un accident de la circulation. Elle était conduite par des personnes étrangères à Geoffrey et sa famille. Des promeneurs ont retrouvé le sac de Geoffrey avec ses affaires scolaires. Il était à moitié enterré dans le bois de Sainte-Geneviève-des-Bois. À cette époque, les parents de Geoffrey n'ont pas trouvé l'aide qu'ils avaient droit en tant que famille victime. La police a conclu immédiatement à une fugue. L'enquête ne commencera que très longtemps après que Geoffrey a disparu. L'insistance des parents ne fera qu'agacer les pseudo-enquêteurs. La moto a été déclarée comme véhicule ayant provoqué un accident de la circulation. Les affaires ont été classées objets trouvés. Aucune corrélation avec la disparition. Avril 2001, c'est Manu Association qui apprend à la section de recherche de la Gendarmerie nationale à Évry de la disparition de Geoffrey, 3 ans et demi après. Le 1er septembre 2000, Geoffrey a eu 20 ans. Un policier a retiré l'avis de recherche du fichier des personnes recherchées, estimant qu'il n'était plus un mineur en recherche. Ce policier a oublié d'inscrire l'avis de recherche dans les majeurs recherchés. Pendant près d'1 an et demi, Geoffrey n'a pas été inscrit, dont il n'était pas recherché. Les policiers en charge de son dossier ne mesuraient pas les conséquences de cet oubli. Ils ont préféré faire des remarques à ses parents qui insistaient pour que l'enquête ne stagne pas. Eux ont cherché leur fils jour et nuit. On peut comprendre leur colère et leur amertume. À ce jour, Geoffrey est toujours porté disparu. Mathieu Broutin. Il est né le 4 juillet 1986. Il a disparu le 31 mars 2004, en Suisse. Il mesure 1,85 m. Il a les yeux bleus. La conversation téléphonique avait été orageuse. Le dernier bulletin scolaire de Mathieu, 17 ans, interne aux cheveux ras, dans un lycée d'Embrun, Haute-Alpes, était décevant. Et il était question d'une réorientation. Sa mère devait venir le chercher à midi, ce 31 mars 2004. Le jeune homme n'est pas là et l'après-midi, il ne se présente pas dans l'établissement. Ses affaires sont toujours à l'internat. Il est injoignable et il n'utilise plus sa carte de retrait. Les enquêteurs ne retrouvent pas sa trace, malgré quelques fausses alertes. Un jeune homme pouvant correspondre au profil de Mathieu est appréhendé 7 ans après la disparition. Mais ce n'est pas lui. La maman de Mathieu est décédée en 2010, sans savoir ce qui est arrivé à son fils. Mathieu Zombleby. Il est né le 3 juillet 1987 à Saint-Germain-en-Laye dans le 78. Il a disparu le 20 avril 2005 à Paris dans le 11e arrondissement. Il mesure 1,89 m. Il a les yeux noisettes. C'est un jeune homme de type africain. Il a disparu le 20 avril à Paris. Il n'a pas suivi jusqu'au bout son cours du matin à l'école de danse située au métro Bastille. Il n'est pas rentré depuis. Il aurait pris contact avec sa petite amie sur un portable en fin d'après-midi, laquelle pense qu'il était toujours à Paris à ce moment-là. Récemment, la maman de Mathieu a reçu à son domicile, à Mareuil-Marly, dans le 78, les papiers d'identité de son fils, dans une enveloppe tamponnée de Saint-Germain-en-Laye, avec un timbre usagé chinois et sans aucun mot d'accompagnement. Félix Heger. Il est né le 8 avril 2003, en Allemagne. Il a disparu le 8 janvier 2006. Félix a disparu le 8 janvier, à Ofterschen, Rhein-Neckar, en Allemagne. Les parents étaient divorcés. Michael Heger, 39 ans, le père de Félix, ne l'a pas ramené après l'exercice de son droit de visite le week-end du 6 au 8 janvier 2006. Michael a été retrouvé décédé en Allemagne, non loin de son véhicule. Félix reste introuvable. Déborah Kolanek. Elle est née le 1er mars 1991 à Montélimar. Elle mesure 1,65 m.
Déborah, 16 ans, a disparu le 30 mars 2007 à Montélimar. Elle serait accompagnée d'un jeune homme de 18 ans, tous les deux en fugue de leur foyer. Elle n'a jamais été revue. Stéphane Pelletier. Il est né le 26 décembre 1969 à Amiens. Il mesure 1,75 m. Il a les yeux marrons. Stéphane a disparu le 4 décembre 2006 à Amiens et il est parti au volant du véhicule d'un concessionnaire qu'il essayait. Il a été interpellé par la police en Hollande le 11 décembre 2006. À la fin de la garde à vue, les policiers hollandais l'ont laissé partir seul. Depuis cet instant, Stéphane a disparu à nouveau. Fin décembre 2006, il a été revu en France. Depuis, il n'a jamais réapparu. Jean-Marc Groult. Il est né le 9 mai 1959 à Eu, dans le 76. Il a disparu le 29 novembre 2006. Il mesure 1,80 m. Jean-Marc a disparu le 29 novembre. Il a laissé sa voiture sur le parking de la ferme de la Chapelle, sur la falaise, et il est parti à pied. Depuis, plus personne ne l'a revu. Luc Palacios, il est né le 28 décembre 1945 à Haute-Cour dans le 73. Il a disparu à la mi-septembre 2005. Son véhicule fourgonnette Mercedes immatriculé dans l'Isère, aménagé en camping-car, a été retrouvé stationné sur la plage de Piméation à Salins-de-Giraud, commune d'Arles, le 28 septembre 2005. L'enquête en cours permet de déterminer qu'il se trouvait à Salins-de-Giraud le 15 septembre 2005, y circulant avec un cyclomoteur de couleur blanche retrouvé dans son fourgon. Hélène Rousseau, elle est née le 29 mai 1919 à Athis-Mont dans le 91. Elle a disparu le 1er octobre 2006. Suite à un appel téléphonique reçu, elle est sortie de chez elle vers 19 h, sans ses papiers d'identité et sans argent. On est sans nouvelles d'Hélène depuis son départ. Olivier Replat, il est né le 29 novembre 1971 à Faverges, 74. Il a disparu le 2 juin 2006. Il est parti de son appartement, sa famille est sans nouvelles de lui depuis. Virginie Gell, elle est née le 24 décembre 1976 à Versailles. Elle a disparu le 28 avril 2006. Elle est partie à pied, sans ses papiers d'identité ni moyens de paiement. Sa famille n'a plus de nouvelles depuis son départ. Valérie Belhache, 24 ans. Elle a disparu au Havre le 19 février 2005. Elle semblait aller bien, mais elle s'est volatilisée, laissant son sac sur le lit d'hôpital, dépressif sous traitement médical et perte de mémoire. La piste d'un ex-petit ami belge qui l'aurait harcelé au téléphone juste avant sa disparition aurait été exploitée en vain. Elle n'a pas ses papiers d'identité, ayant pris seulement son téléphone portable, mais pas le chargeur. Ses parents n'ont aucune nouvelle de leur fille depuis son départ. Ils sont très inquiets. Je vais vous reparler de la disparition d'Emmanuel Bonissan, pour donner plus d'informations. Né le 22 août 1975 à Saint-Denis dans le 93, Emmanuel a disparu le 16 février 1996 à Rennes, vu dans la gare SNCF vers 15 h 30. Emmanuel est myope, il doit porter des lunettes ou des lentilles. Emmanuel a fait une pré-militaire marine en 1993-94, voulant faire carrière dans la marine nationale. En janvier 1996, à 20 ans, il effectue son service national dans la marine nationale. Tout allait bien, puis, après 3 semaines d'instruction au CFM de Hourtin dans le 33, il a été affecté à terre à la base aéronavale de Landivisiau, dans le 29. Il a été déçu de cette affectation, lui qui rêvait de parcourir les mers du globe sur un navire de la marine nationale. Surtout qu'ayant fait une pré-militaire marine, il était prioritaire à l'embarquement. 3 semaines après son arrivée en Bretagne, à 30 km de la mer, ce fut la Saint-Valentin. Une déception sentimentale est venue s'ajouter à sa déception militaire. Il envoya un courrier à son ami, lui annonçant son intention de mettre fin à ses jours, alors qu'il devait passer 8 jours de permission chez son ami. C'est elle qui préviendra les parents d'Emmanuel, s'inquiétant de ne pas le voir arriver au train venant de Paris à la gare de Rouen, le vendredi 16 février comme convenu. La lettre qu'Emmanuel a envoyée à son ami, elle a mis plus de temps que prévu.
Ce n'est que le samedi 17 février qu'elle est arrivée chez son ami. Il était trop tard pour tout le monde d'intervenir sur le trajet qu'a emprunté Emmanuel le 16 février. Il a écrit dans cette lettre que son ami la recevrait le jour de son départ. Lors de l'enquête, sa famille retrouvera sa trace dans la gare de Rennes, ayant dit à ses copains qu'il descendrait du TGV pour poster une carte pour l'anniversaire de son frère. C'est en fin de compte une seconde lettre destinée à son ami qu'il postera de la gare de Rennes ce jour-là. Plus personne n'aura de ses nouvelles. Rien n'a bougé. Administrativement, à son nom, sa famille a trouvé 18 sosies d'Emmanuel, grâce à la diffusion de l'avis de recherche et la solidarité de plusieurs personnes. Les parents d'Emmanuel ont créé Manu Association en janvier 1999 pour venir en aide aux familles victimes d'une disparition. Constatant toutes les difficultés rencontrées par les familles des disparus et le manque de formation des policiers et des gendarmes dans le domaine des disparitions en France, malgré la loi 74-1 du 21 janvier 1995 pour les disparitions inquiétantes. Nos voix ont été entendues et comprises par le ministère de l'Intérieur. C'est le 14 janvier 2002 que M. Daniel Vaillant, ministère de l'Intérieur, a annoncé à Lille les nouvelles mesures adoptées pour la recherche des personnes disparues. Depuis, les choses ont bien évolué. Les familles victimes sont aidées et comprises. Il reste encore certaines choses à mettre en place. Exemple, prise d'ADN, mettre des photos dans les fichiers des personnes recherchées, etc. Emmanuel, si tu lis ce message, contacte ta famille. Pour l'armée, c'est ok. Tu n'as plus rien à craindre. Toute la famille et les amis peuvent te venir en aide. Tes parents, ta sœur et tes deux frères ont beaucoup d'informations à te communiquer. Ils t'aiment et attendent impatiemment ton retour. Comme écrira son père et sa mère. Sauveur Rapa, il est né le 6 juin 1942 à Sousse, en Tunisie. Il a disparu le 3 février 2006 à la Garde dans le 83. Il mesure 1,68 m. Il a été aperçu allant à pied vers le centre-ville. Personne de la famille ni de ses amis ne le verra ce jour-là. On est sans nouvelles de lui depuis. Alicia Alamerche. Elle a disparu le 12 novembre 2006, vers 23 h, près de l'Hélios à Charleroi-Villebasse. Elle a été vue pour la dernière fois au banc contact de l'agence Fortis Place Albert Ier, Charleroi, à 22h45, et n'a plus donné de nouvelles depuis. Frédéric Brignon. Il est né le 18 avril 1968, à Aix-en-Provence. Il mesure 1,86 m. Il a disparu le 25 juillet 2005, entre Montpérou et Saint-Martin-de-Castries. Son véhicule a été retrouvé sur le parking du Col du Vent, sur la départementale 9, au-dessus de la commune d'Arboras. Les recherches effectuées dans la région n'ont rien donné, malgré les investigations avec les chiens et les hélicoptères. Xavier Auger. Il est né le 21 août 1957 à Benouville, dans le 14. Il a disparu le 14 avril 2003. Il mesure 1,80 m. Il circulait avec son véhicule, une Peugeot 305 immatriculée 1996 TJ14. Plus aucune nouvelle depuis son départ. Olivier Plexix. Né le 29 décembre 1965 à Mantes-la-Jolie dans le 78. Il a disparu le 4 avril 2005. Il mesure entre 1,78 m et 1,80 m. Olivier a disparu le 4 avril 2005 de Murau. Hospitalisé à plusieurs reprises pour des états dépressifs et pour schizophrénie, la dernière hospitalisation depuis le 29 mars 2005 au centre hospitalier psychiatrique de Bècheville lui était insupportable. Il s'est enfui de l'établissement. Depuis, plus personne ne l'a revu. Hervé Desfosses. Né le 8 mars 1952 à Rouen. Il a disparu le 15 octobre 2005. Il mesure 1,73 m. Hervé a disparu le 15 octobre. Sa famille et ses amis sont très inquiets d'être sans nouvelles. Antonio Rafael Serrano. Il est né le 9 juin 1957 à Madrid en Espagne. Il est de nationalité française depuis l'âge de 2 ans. Il a disparu le 7 août 2000 à Aubervilliers dans le 93. Il mesure 1,68 m. Il a une forte amblyopie, des lunettes à verre épais. Le plus souvent rasé, il peut également avoir une barbe drue.
des antécédents de grave dépression et un caractère très anxieux. Antonio a disparu le 7 août. Départ hâtivement organisé suite peut-être à un accident qu'il aurait causé, auquel il aurait été associé. Une convocation du commissariat d'Aubervilliers a été retrouvée après son départ dans son courrier. Il a quitté son travail, disant par téléphone fin novembre 2000 à son employeur qu'il allait se rendre en Espagne et qu'il allait bien. Personne n'aurait plus de nouvelles d'Antonio depuis ce jour. André Buffet, il est né le 18 juin 1928 à Alençon. Il a disparu le 18 septembre 2005 à Lisieux. Il mesure 1,65 m. Il boite légèrement. Il est médicalement dépendant. Il est parti en promenade à 9h30 de la maison de retraite, la Sarriette, et il n'est pas rentré. Plus personne n'a eu de ses nouvelles. Jean-Christophe Chevreux. Il est né le 23 février 1968 à Paris dans le 15e arrondissement. Il a disparu le 2 septembre 1997 à Damont dans le 95. Il mesure 1,74 m. Il est sorti dîner avec des amis. En rentrant dans la nuit, il a dit à son père qu'il retournerait chercher quelque chose dans sa voiture. Il n'est jamais revenu. Didier Seguin. Il est né le 20 septembre 1967 à Bordeaux. Il a disparu le 22 juin 1997 à Lesquin dans le 64. Il mesure 1,67 m. Didier, agent de sécurité habitant à Mérignac, a disparu le 22 juin. À Lesquin, venu seul passer quelques jours dans la maison de son beau-père. Vers 11h15, une voisine l'a vu passer seul à pied dans le village. Il était équipé d'un bâton ferré avec lanière de cuir et d'un sac à dos. Est-il parti faire une promenade? Effectuer une longue randonnée en montagne? Nul ne le sait. Malgré les recherches engagées par la famille et les enquêteurs, il n'a pas été retrouvé et aucun élément matériel n'est venu expliquer sa disparition. Fabrice Beloir. Il est né le 3 août 1973 à Rennes. Il a disparu le 31 juillet 1993 à Crevin dans le 35. Il mesure 1,70 m. Il a été déposé par son père à Crevin, sur la route nationale 137 de Rennes-Nantes, pour se rendre en Espagne en autostop. Depuis ce jour, on est sans nouvelles de Fabrice. Eugenio Casatella. Il est né le 7 décembre 1958 à Metz. Il mesure 1,80 m. Il est parti avec sa carte d'identité et sa carte de retraite bancaire. Il n'a pris aucun vêtement. Son compte bancaire n'a pas bougé depuis le 18 août 2005. En février 2003, il avait disparu après le décès de son père. Il avait été retrouvé en Italie le 30 novembre 2003. Là, il devait avoir une intervention chirurgicale, dentaire, le 1er septembre 2005. A-t-il eu peur de cette intervention? Sa famille est très inquiète. Ils n'ont plus aucune nouvelle. Sophie Chéhaine. Elle est née le 12 mai 1975 à Laval, dans le 53. Elle a disparu le 6 mai 1996. À la suite d'une dispute avec son ami, elle avait son appartement et son ami vivait avec elle. À la suite de la dispute, l'appartement était sans dessus-dessous. L'ami a mis 4 jours pour prévenir la maman de Sophie de son absence. La maman habite aussi à Laval. Que s'est-il passé après la dispute? Elle est en possession de son sac à main, sa carte nationale d'identité et ses clés d'appartement. Elle n'a jamais été revue. Napoléon Mirinelli. Il est né le 27 janvier 1930 à Lyon. Il a disparu le 1er septembre 2005 à la Seine-sur-Mer. Il mesure 1,66 m. Il est parti à pied de son domicile. Il n'a pas pris d'argent ni ses papiers d'identité. Il a mis ses clés dans la boîte aux lettres. Depuis, plus personne n'a eu de ses nouvelles. Françoise Lepage. Elle est née le 16 décembre 1958 à Paris dans le 9e arrondissement. Elle a disparu le 7 janvier 2005 à Venka dans le 66. Elle se rendait à son lieu de travail avec sa voiture. Personne ne l'a revue. Elle est partie avec son sac à main et son portable. Sa famille n'a plus de nouvelles de Françoise depuis ce jour-là. Stéphane Lemarchand. Il est né le 4 avril 1962 à Paris. Il a disparu le 28 janvier 2001 à Hendaye, 64. Il mesure 1,72 m. Il est possible qu'il soit parti vers l'Espagne. Stéphane a le goût de l'aventure, mais il a toujours donné de ses nouvelles. Sophie Arnould.
a disparu le 5 septembre 1986 près d'Ajaccio, pendant une randonnée dans le maquis corse. Ses parents apprendront sa disparition par les journalistes, car les médias ont signalé rapidement sa disparition. Elle n'a plus jamais donné de ses nouvelles. Sébastien Dupuis. Il est né le 22 juin 1979 à Bergerac. Il mesure 1,82 m. Il a disparu le 10 janvier 2003 à Marseille. Sébastien a été convoqué par la police de Pau en 2004. Sa maman pense l'avoir vu dans un squat de Pau pendant la diffusion en mai 2005 d'un reportage à la télévision. Sur notre planète, il y a des zones où tout système de navigation semble impuissant. Des groupes de voyageurs y sont restés à jamais, incapables de trouver une issue. Surprenant, envoûtant, inquiétant. Ces lieux ont su garder leur part de mystère. Aujourd'hui encore, plusieurs disparitions dans différents endroits de notre planète n'ont jamais été expliquées. De nombreuses hypothèses ont été émises, incluant le fait que la majorité des disparus auraient pu être tués. Tout est possible, mais ces cas ne seront probablement jamais résolus. Depuis des décennies, le triangle des Bermudes, une zone de l'océan Atlantique située entre la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes, où de nombreux avions et bateaux auraient disparu, nourrit les théories conspirationnistes. L'un des plus gros navires de la marine américaine a disparu sans laisser de traces. Plus de 100 ans plus tard, son sort reste inconnu. Comment le plus gros navire de la marine américaine a-t-il pu disparaître sans laisser de traces? Telle était la question que se posaient de nombreuses personnes en mars 1918, lorsqu'un énorme charbonnier, l'US Cyclops, disparut lors d'un voyage entre les Antilles et Baltimore. Un siècle plus tard, la réponse n'est pas près d'être résolue. Le Cyclope mesurait près de 167 mètres de long, avec un équipage de 306 personnes et environ 11 000 tonnes de manganèse à bord. Il naviguait avec succès depuis 1910, voyageant entre la mer Baltique, les Caraïbes et le Mexique, et aidant à déplacer le charbon à travers le monde et à aider les réfugiés. Mais en 1917, lorsque l'Amérique est entrée dans la Première Guerre mondiale, Cyclope est devenu un atout naval clé, transportant des troupes et du charbon pour alimenter d'autres navires partout dans le monde. En mars 1918, le navire reçoit une nouvelle cargaison, des tonnes et des tonnes de minerais de manganèse dense, utilisés dans la sidérurgie. Il a quitté le Brésil chargé, puis s'est rendu à la Barbade pour se réapprovisionner pour le long voyage de retour à Baltimore. Le dernier message connu du navire disait simplement « Witter Fair Allwell ». Mais au cours du voyage de 9 jours, quelque chose a mal tourné et personne du navire n'a jamais été revu ni entendu, disparaissant sans même un SOS. Le navire a tout simplement disparu sans laisser de traces et aucun débris n'a jamais été retrouvé. Lorsque le navire n'a pas atteint Baltimore comme prévu, une recherche massive a été lancée. Chaque navire de la marine de Cuba à Porto Rico a recherché tous les débris possibles, anticipant qu'ils auraient pu tomber sous les sous-marins allemands. Cependant, il n'y avait aucune trace de Cyclope. Alors, qu'est-il arrivé à l'US Cyclope? Il existe de nombreuses théories, mais aucune n'a pu le prouver avec des faits et des preuves réelles. Même après un rapport de quelques 15 000 pages de la marine américaine sondant le mystère du Cyclope, la plupart des explications sont restées des spéculations. Étrangement, le navire se trouvait en plein milieu du triangle des Bermudes lorsque l'incident aurait eu lieu. Jusqu'à présent, cette disparition est restée comme l'un des plus grands mystères de l'océan. Et c'est probablement parce que l'épave du navire n'a pas encore été localisée. Et par conséquent, la cause est également inconnue. Voici quelques explications qui se rapprochent de ce qui a pu réellement se passer en mer.
le capitaine Warley était détesté par la plupart de ses collègues et officiers. Ils l'ont toujours accusé d'être un pro-allemand. On a en fait découvert plus tard que le capitaine Warley était né en Allemagne et avait un nom différent plus tôt. On ne sait pas ce qui l'a poussé à changer de nom. Aussi, Gottschalk, le consulat général des États-Unis à Rio, qui est étonnamment monté à bord du navire avec 73 autres marins locaux, était également très populaire parmi la communauté allemande au Brésil. De plus, beaucoup plus de charbon et de carburant ont été chargés depuis la Barbade, alors que cela n'était pas officiellement prévu, ni même requis. S'agissait-il donc d'un cas de sabotage ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'appel SOS de la part du capitaine ? Puisque la guerre des États-Unis avec l'Allemagne a déjà éclaté à ce moment-là, le capitaine et Gottschalk ont-ils été de connivence pour couler le navire ou l'ont-ils détruit ? Ou l'ont-ils emmené jusqu'en Allemagne ? Voici une autre théorie. L'un des officiers de la marine, Nervig, était à bord du Cyclope jusqu'à Rio. Il a écrit un rapport selon lequel il trouvait souvent le pont du navire se balançant lorsque des grosses vagues frappaient le navire. Ainsi, le navire montrait déjà des signes d'affaiblissement et de séparation. Il y a donc peut-être eu une défaillance structurelle qui a coulé le navire. Le navire a-t-il pu être dynamité par une mine sous-marine allemande ou torpillé par un sous-marin allemand ? L'US Navy affirme qu'une telle possibilité n'existe pas si le navire avait été sur sa bonne route. Cependant, si le navire avait été largement hors de sa trajectoire, il y avait une forte possibilité que cela se produise et le navire aurait péri. Dans une étrange série de coïncidences, les deux navires jumeaux de l'US Cyclops, l'US Neureuse AC-10 et l'US Proteuse AC-9, ont également disparu avec tous les membres de son équipage dans l'Atlantique. Au moment de sa disparition, l'US Neureuse était sur la même route que le condamné US Cyclops. Il y a eu d'autres incidents dans le triangle des Bermudes. Le voyage de Christophe Colomb en 1492. Christophe Colomb, lors de son voyage avec 3 voiliers et 90 hommes à travers l'Atlantique, à la recherche du Nouveau Monde, a rapporté dans le journal de bord de son navire qu'une grande flamme de feu tombait dans la mer, des lectures de boussole inhabituelles et des lumières étranges. 1609, le voilier The Sea Venture a fait naufrage près de l'extrémité des Bermudes, un coin du triangle des Bermudes. Le commandant de la flotte, Sir George Somers, et son équipage ont réussi à débarquer et ont été les premiers à établir un établissement humain sur l'île des Bermudes. 1812. Theodosia Burr Alston était la fille de l'ancien vice-président américain Aaron Burr. Sa disparition a été citée au moins une fois en relation avec le triangle des Bermudes. Elle est montée à bord de la goélette Patriot, qui a commencé sa voile de Charleston, Caroline du Sud, à New York, le 31 décembre 1812. Son mari, qui a prêté serment quelques jours avant en tant que gouverneur de Caroline du Sud, ne pouvait pas l'accompagner et à la place, il a envoyé son vieil ami Timothy Green pour accompagner sa femme. Cependant, Patriot et personne à bord n'ont pu être entendus à nouveau. Patriot était auparavant utilisé comme corsaire pendant la guerre pour attaquer les navires britanniques. On s'attend à ce que le navire ait été surchargé des profils cachés et des armes saisies lors de tels raids lorsque le capitaine du Patriot a voulu se rendre rapidement à New York, ce qui a entraîné le naufrage du navire. 1872, Marie Céleste. Connu comme un navire fantôme, c'est-à-dire un navire abandonné, du triangle des Bermudes, le brigantin de 31 mètres, Marie Céleste, a eu de nombreuses mésaventures avant son voyage mystérieux en 1872. Le 4 décembre 1872, Marie Céleste a été retrouvée sans âme à bord, alors qu'il naviguait encore. Il a été repéré au large du Portugal en direction du détroit de Gibraltar. Personne n'avait la moindre idée de ce qui était arrivé à l'équipage.
Le temps était beau et on savait qu'il était parti de New York avec un capitaine et un équipage expérimenté et compétent. Le Marie Céleste s'appelait à l'origine The Amazon lorsqu'il a été construit dans les sentiers navals de Spencer Island en Nouvelle-Écosse au Canada en 1861. Il a été lancé la même année, qui s'est également avérée être l'année où la guerre civile américaine a éclaté. Le brigantin Marie Céleste mesurait 31 mètres de long, 7,6 mètres de large et déplaçait 282 tonnes d'eau. Cependant, depuis son lancement, il avait toujours été sous l'influence d'une puissance maléfique pour des raisons étranges. Au cours de sa première décennie d'exploitation, il a été impliqué dans plusieurs mésaventures et a traversé de nombreux changements de propriétaires. Le premier maître Robert McLean, tombant malade et mourut. Lors de son voyage inaugural commandé par John Parker, le navire a subi de gros dommages dans sa coque après avoir heurté un barrage de pêche au large. Marie Céleste a nécessité des réparations majeures dans les chantiers navals. Plus tard, un incendie s'est déclaré dans les chantiers navals, mettant fin au commandement de Parker. Lors de sa première traversée de l'Atlantique, il entre en collision dans le détroit de Douvres avec un navire à 2 mâts qui coule. Marie Céleste a de nouveau besoin de réparation. À son retour en Amérique, il s'est échoué au large de Conn Bay, en Nouvelle-Écosse. Après avoir été retiré des rochers, il a continué à changer de main entre plusieurs propriétaires. Personne n'a fait de profit. En fait, certains d'entre eux ont même fait faillite. Finalement, il fut acheté par un Américain, James Winchester. James l'a acheté lors d'une vente aux enchères, de récupération à New York pour $3000. Il a subi d'importantes réparations et rénovations. Quand il a été de retour, le navire avait l'air complètement différent et n'avait pratiquement aucune ressemblance avec The Amazon. Son nom a ensuite été changé en Marie Céleste. En octobre 1872, Marie Céleste a été préparée dans l'East River de New York pour un voyage à Gênes en Italie. Le capitaine du navire était Benjamin Briggs, âgé de 37 ans. L'épouse de Benjamin, âgée de 30 ans, Sarah, et son enfant de 2 ans étaient également à bord du navire. Il y avait 7 membres d'équipage, soit un total de 10 à bord. Le capitaine Briggs était un marin très expérimenté et compétent et a commandé 5 navires au cours de sa carrière. Il était lui-même propriétaire de nombreux navires et avait passé la majeure partie de sa vie sur la mer. Marie Céleste a quitté New York le 7 novembre 1872. Il transportait une cargaison de 1701 barils d'alcool commercial, brut d'une valeur d'environ $35 000 et avait une assurance complète. Étrangement, après presque un mois de navigation, le 4 décembre 1872, un navire de l'Empire britannique nommé De Gracia trouva le Marie Céleste entre les Açores et le Portugal. Il avait apparemment l'air abandonné, bien qu'il soit toujours sous voile. Il n'y avait pas une seule âme à bord. Alors, quelle aurait pu être la cause d'un abandon aussi mystérieux? Le temps était beau et le bateau avait 6 mois de nourriture et d'eau. L'équipage était composé de marins très compétents et dignes de confiance. Même les effets personnels, y compris les objets de valeur, n'ont pas été touchés. Voici quelques théories derrière le mystère de Marie Céleste. Le piratage. Certains ont émis l'hypothèse que le Marie Céleste était tombé sur les pirates nord-africains, connus pour opérer dans cette région. Les pirates auraient tué tout le monde à bord et jeté les corps par-dessus bord. Cependant, aucun cas de piraterie de ce type n'a été signalé dans le détroit de Gibraltar pendant cette période et au cours de la dernière décennie. C'est peut-être parce que la marine britannique y était stationnée. Même s'il y avait de la piraterie, il est presque impossible de croire que les pirates épargneraient tous les biens personnels et de valeur des membres d'équipage. Personne ne semble avoir même touché la cargaison. De plus, il n'y avait aucun signe de violence sur le navire.
L'équipage des Gracia. Des suspects? Une autre théorie était que l'équipage du navire des Gracia, qui a récupéré le Marie Céleste abandonné, aurait assassiné tout le monde à bord, puis fabriqué l'histoire de Ghost Ship, afin de revendiquer les droits de sauvetage. Mais cela semble très peu probable. Il n'y avait aucun signe de lutte sur le Marie Céleste. Deuxièmement, Des Gracia est parti une semaine après Marie Céleste et n'aurait pas pu le rattraper. Aussi, Morehouse, le capitaine de Des Gracia, était un bon ami de Briggs. Une escroquerie à l'assurance. Certains pensaient que tout l'incident avait probablement été planifié pour faire une fausse réclamation d'assurance. Mais cela aurait exigé que Morehouse de Des Gracia soit de connivence avec Briggs pour que cela se produise. Bien que cela soit possible, le navire Marie Céleste n'appartenait à aucun d'eux. Le propriétaire était James Winchester. De plus, la valeur d'assurance était assez modeste. Un acte aussi planifié et mis en scène pour un montant aussi modeste semble donc tout à fait improbable. Une tempête. Il est vrai que lorsque l'équipage de Des Gracia a récupéré le Marie Céleste, ils ont trouvé beaucoup d'eau entre les ponts et environ 9,5 cm d'eau dans la cale. De plus, 2 des 3 pompes à eau se sont avérées démontées, alors qu'une seule fonctionnait. Cela a conduit à la théorie selon laquelle Marie Céleste aurait été frappée par une violente tempête, et pendant qu'elle coulait, le capitaine Briggs a ordonné à l'équipage d'évacuer. Mais il y a aussi des erreurs dans cette théorie. Aucune tempête de ce type n'a été signalée dans cette région de l'Atlantique au moment où Marie Céleste a été découverte abandonnée. De plus, le niveau d'eau n'était pas suffisant pour qu'un capitaine ordonne l'évacuation. Le navire était encore en bon état de navigation. Cependant, il est possible que puisque la propre famille de Briggs était à bord, il aurait été extrêmement prudent. Alors pourquoi ne sont-ils pas tous revenus et n'ont-ils pas expliqué l'histoire à tous? Un équipage ivre. Il a été constaté que 9 des 1701 barils d'alcool étaient vides. Il y avait donc une spéculation selon laquelle les membres d'équipage auraient consommé tous de l'alcool, se seraient saoulés et auraient assassiné le capitaine et sa famille en raison de la tyrannie de Briggs au fil des ans. Cela semble bien, mais semble peu probable. Briggs était connu comme un capitaine capable et bien élevé. De plus, il n'a jamais été entendu consommer de l'alcool lui-même et n'a donc probablement pas autorisé les membres d'équipage à consommer de l'alcool à bord. Un tremblement de mer. Un capitaine moderne, David Williams, a offert une explication indiquant qu'il y avait eu un tremblement de terre sous la mer. En conséquence, les 9 barils se seraient délogés et l'alcool aurait fui. Cela explique donc les fûts vides. Le fort grondement de la mer a fait paniquer les membres de l'équipage et ils ont sauté dans un petit canot à voile. Plus tard, ils ont essayé de rattraper Marie Céleste, mais ils ne sont pas parvenus et sont morts en mer. Mais le fait est que l'équipage de Des Gracia n'a signalé aucun signe de grondement ou de réplique. De plus, aucun tremblement de terre n'a été signalé dans les îles portugaises voisines ou aux Açores pendant cette période. Une explosion ? De toutes les théories, une éventuelle explosion provoquant l'abandon de Marie Céleste semble être la plus probable, même si elle a aussi sa propre mise en garde. Cette théorie a été proposée par James Winchester, le propriétaire de Marie Céleste lui-même. Les 9 barriques d'alcool retrouvées vides étaient en chêne rouge et non en chêne blanc, comme les autres barriques non vides. Les chênes rouges sont généralement plus poreux. Il y a peut-être eu une lente fuite d'alcool à travers ceux-ci. Cela aurait créé des vapeurs d'alcool dans la soute. Les canons, qui étaient attachés avec des bandes d'acier, se seraient frottés les uns contre les autres. Le frottement dans les bandes d'acier a alors créé une étincelle qui aurait alors provoqué une explosion. Le capitaine Briggs, voyant un violent jaillissement de fumée et de feu, aurait paniqué et ordonné à l'équipage de monter immédiatement sur les canots de sauvetage. Pressé, l'équipage n'a pas pu attacher son bateau au navire avec une corde solide.
Et par la suite, un vent fort les aurait chassés et tous se seraient noyés, ou seraient morts de faim ou d'exposition aux intempéries. Cependant, le contre-argument à cette théorie est que lorsque Marie-Céleste a été récupérée, personne ne pouvait sentir les vapeurs d'alcool à l'extérieur de la cale, ni voir de marques de brûlure. Qui sait si les 9 tonneaux ont effectivement été chargés à vide à New York même. De nombreuses autres théories ont germé au fil des ans, certaines intéressantes et d'autres absurdes. Une théorie suggérait que l'équipage avait abandonné le navire en raison de tornades marines. Un autre a déclaré que les sous-marins ennemis avaient semé la panique dans l'équipage, entraînant l'abandon. Un autre encore a mentionné que le navire était ancré à un banc de sable mouvant et l'équipage, pensant qu'il était dans une situation désespérée, a utilisé le canot de sauvetage et s'est perdu dans la mer et le banc de sable s'est à nouveau déplacé, libérant le navire. Mais il n'y a encore aucune explication qui justifie l'abandon de Marie-Céleste avec des preuves et des faits. Des années plus tard, un homme a même affirmé qu'il était le seul survivant de Marie-Céleste. Il a raconté que le capitaine a défié le premier lieutenant à une course de natation près du navire et qu'ils ont tous deux été tués par un requin. Alors que l'équipage regardait la scène avec horreur, une vague anormale est venue frapper le navire, le jetant par-dessus bord et noyant tout le monde, lui étant la seule exception. Le navire lui-même n'a cependant pas coulé et a continué à naviguer tout seul. Au cours des dernières années, il y avait plus de telles affirmations de survie faites par d'autres, mais aucune n'a pu être vérifiée avec des preuves. Larry Kutch, le bibliothécaire de recherche américain, auteur et pilote, dans son célèbre livre The Bermuda Triangle Mystery, Solved, publié pour la première fois en 1975, a noté: aucune des histoires n'a pu être étayée et aujourd'hui le sort des occupants du Marie-Céleste est aussi mystérieux que le jour où le navire a été retrouvé abandonné en mer. Le triangle du lac Michigan. Bien que le triangle du lac Michigan, ou simplement connu sous le nom de triangle du Michigan, soit relativement peu connu à l'échelle mondiale, en particulier lorsqu'il est comparé au triangle des Bermudes, l'histoire du triangle du Michigan a été ternie par de nombreux incidents macabres et des récits inexpliqués. Ces histoires sont en effet suffisantes pour rendre le lac Michigan plus intéressant que tout autre endroit étrange renommé du monde. Les phénomènes mystérieux du Michigan Triangle sont apparus pour la première fois en 1891, lorsqu'une goélette nommée The Thomas Hume a traversé le lac pour ramasser du bois et a disparu pendant la nuit dans un torrent de vent avec son équipage de 7 marins. Une recherche massive a été menée pour récupérer le bateau en bois, mais ni le bateau ni un morceau de bois flotté n'ont jamais été retrouvés. Depuis lors, un siècle s'est écoulé et les événements étranges ont continué à se produire à intervalles réguliers. En 1921, un autre cas mystérieux, connu sous le nom d'incident de Roswell, s'est produit dans les limites du triangle du Michigan, dans lequel 11 personnes à l'intérieur du navire, qui étaient tous des membres de la Benton Harbor House of David, ont disparu et leur navire a été retrouvé renversé et flottant dans le lac Michigan. La chose étrange était l'apparence du navire qui semblait avoir été endommagé lors d'une collision. Mais aucun autre navire n'avait signalé d'accident à l'époque et aucun reste d'un naufrage n'avait été remarqué dans la zone présumée. Beaucoup ont trouvé l'incident de Roswell particulièrement étrange parce que le navire a été reconstruit après une épave antérieure au XIXe siècle qui a également connu le même sort. La disparition du capitaine George Donner. L'histoire commence dans la nuit froide du 28 avril 1937, alors que le cargo des Grands Lacs O.S. McFarland traverse le lac Michigan vers sa destination finale, une centrale électrique située à Port Washington, Wisconsin. Une lune rouge sang est suspendue au-dessus du navire qui transportait plus de 9800 tonnes de charbon depuis son point de départ à Erie en Pennsylvanie.
d'où il est parti quelques jours auparavant. Bien que le voyage n'ait pas été considéré comme difficile, il a été rendu considérablement plus lent par l'état gelé des lacs à l'époque. Heureusement, le McFarland s'est avéré être entre de bonnes mains, car il était commandé par le très respecté George R. Donner. Donner, qui n'était pas étranger au Grand Lac gelé, naviguait officiellement depuis des décennies, mais avait été sur l'eau encore plus longtemps depuis sa naissance en 1879. Employé par la Valley-Camp State Ship Company pendant plus de 10 ans en tant que skipper et compagnon sur leurs différents navires, Donner a transféré son emploi lorsque son ancien employeur a été acheté par la Columbia Transportation Company, qui appartenait à la Oglebay Norton Corporation en 1935. En 1937, après n'avoir effectué aucun voyage en 2 ans, la CTC lui accorde le grade de capitaine et il reçoit le commandement complet de l'OS McFarland. Son premier voyage officiel de la saison sous celui du CTC débuterait le 25 avril et sa tâche était de transporter du charbon de la Pennsylvanie au Wisconsin. Il avait 57 ans. À 22h20, avec le détroit de Mackinac traversé avec succès et avec des banquises gérables tout autour d'eux, le capitaine Donner ordonna de réduire la vitesse du navire pour des raisons de sécurité et s'éloigna de son poste. Le stress compréhensible qu'il avait subi au cours des dernières heures, alors qu'il naviguait sur le plus gros cargo à travers le détroit, presque gelé, avait commencé à faire des ravages, et le respectable capitaine était fatigué. Informant ses premiers et seconds compagnons qu'il se retirerait dans sa cabine pour un repos bien mérité, il leur ordonna de le réveiller lorsqu'ils auraient dépassé Sheboygan et entameraient leur approche de Port Washington. Connaissant le lac et la vitesse à laquelle il se déplaçait, il a estimé que cela prendrait environ 3 heures. Confiant que ses hommes pourraient gérer la tâche de contrôler le navire en son absence, le capitaine Donner s'est dirigé vers sa cabine, qui était située à l'arrière de la timonerie et dans une descente. Une fois à l'intérieur, il ferma la solide porte en bois derrière lui, et ses hommes prirent immédiatement le commandement. 3 heures plus tard, à 1h20, maintenant le 29 avril est l'anniversaire du capitaine Donner. Le navire a commencé son approche vers Port Washington. Suivant les ordres du capitaine, le second mât s'est approché de la cabine pour alerter Donner qu'ils étaient nécessaires dans la timonerie pour se préparer aux procédures d'accostage. L'homme se mit à frapper à la porte, mais étrangement, il n'y a eu pas de réponse. Appelant à nouveau le capitaine, le second a commencé à frapper à la porte comme il l'avait fait quelques instants auparavant, mais il n'y avait toujours pas de réponse. Inquiet que le capitaine ne puisse pas l'entendre pour une raison quelconque, le second a pris la décision d'entrer dans la pièce, mais lorsqu'il a tenté de tourner la poignée, celle-ci ne bougeait pas. La porte a été verrouillée de l'intérieur. Inquiet que le capitaine dorme au-delà du moment où il insistait pour être réveillé, le second mât alla récupérer le passe-partout. Après avoir informé le premier lieutenant Charles Rager de ce qui se passait, il retourna à la cabine du capitaine et procéda au déverrouillage de la porte, faisant connaître sa présence avant de descendre les escaliers et d'entrer dans la pièce. Le second mât a supposé qu'il entendrait Donner répondre à son annonce et l'appeler, mais comme avant, il n'a rien entendu. Maintenant inquiet que le capitaine ait peut-être subi une sorte d'urgence médicale et soit incapable de répondre, le second mât ouvrit la porte avec autorité et pénétra à l'intérieur. Mais ce qu'il attendait derrière la solide porte en bois et au bas de l'escalier n'était pas ce qu'ils attendaient. Car là, devant lui, il n'y avait rien d'autre qu'une pièce vide. Naturellement confus, le second mât a commencé à fouiller la petite pièce. Avec seulement un espace limité disponible pour se cacher, la pièce a été minutieusement vérifiée en quelques instants. Rien ne semblait déplacé, le lit, personne n'avait dormi dedans, et les hublots étaient solidement fermés. Même s'ils ne l'étaient pas, aucun homme n'aurait pu les traverser de toute façon, car ils étaient assez petits, et le capitaine Donner était noté comme étant un peu plus grand. Alors, où est passé le capitaine ?
Le second mate n'était pas sûr, mais il savait qu'il devait informer le reste de l'équipage que leur capitaine avait disparu et qu'il devait commencer une recherche du navire immédiatement. Pensant que le capitaine avait peut-être quitté la pièce quelques minutes avant l'arrivée du second mate, peut-être à cause de la faim, les membres d'équipage se sont dirigés vers la cuisine pour enquêter. Quand ils sont arrivés, ils ont remarqué 2 pompiers qui terminaient leur pause et ont demandé s'ils avaient vu Donner. Mais les 2 hommes ont répondu que pendant tout le temps qu'ils étaient là, ils n'avaient pas vu le capitaine. Peu de temps après, chaque homme à bord du navire a été mis au courant de la situation et tout le cargo a dû être fouillé de fond en comble. Chaque pièce devait être pénétrée, chaque porte déverrouillée, chaque caisse et conteneur vérifié. Rien ne devait être laissé au hasard et le capitaine devait être retrouvé avant leur arrivée à Port Washington. Malheureusement, cette recherche est avérée inutile car le capitaine George R. Donner n'a jamais été retrouvé à bord. Lorsque l'OS McFarland a accosté dans le Wisconsin, les membres d'équipage ont contacté les autorités compétentes pour leur faire savoir que leur capitaine avait disparu dans des circonstances mystérieuses. Une alerte a été envoyée à la garde côtière sur le lac et une recherche immédiate a été lancée. Le capitaine, ont-ils promis, serait retrouvé et le mystère de ce qui s'était passé serait résolu. Mais comme cela devenait rapidement la norme dans cette situation malheureuse, cela ne s'est pas avéré être le cas, et le capitaine Donner n'a jamais été localisé. Il venait d'avoir 58 ans. Le capitaine, semblait-il, avait tout simplement disparu dans les airs, pour ne plus jamais être revu. Interrogés par les autorités locales sur ce qui s'est passé cette nuit-là, les membres d'équipage n'ont pu donner au mieux que peu d'informations. À 22h20, le capitaine Donner s'est retiré dans sa chambre et on pensait qu'il y était resté pendant au moins 2 heures, car un mouvement a été entendu venant de l'intérieur de la cabine. Les hommes qui ont entendu le bruit de l'intérieur ont déclaré qu'il semblait que Donner était en train de parcourir de la paperasse, s'occupant peut-être des documents qui seraient nécessaires à l'amarrage. Mais cela n'a pas pu être confirmé, car personne n'a jamais vu l'intérieur de la pièce. En dehors de la disparition proprement dite, les autorités ont appris des informations assez intéressantes concernant l'état général du capitaine Donner avant sa disparition. Le shérif de Port Washington, Ben F. Frankel, après avoir parlé avec les officiers du navire, a appris que Donner était dans un état très nerveux pendant la majeure partie du voyage, parce que les boussoles avant et arrière du navire ne fonctionnaient pas correctement, pour une raison inconnue. À cause de ce problème, Donner a refusé de se reposer à quelque titre que ce soit, allant même jusqu'à renoncer complètement au sommeil pour pouvoir garder un œil sur leur position. Parallèlement à cela, le steward du navire a dit au shérif Frankel qu'à un moment donné, le capitaine Donner s'est approché de lui et lui a expliqué qu'il ne se sentait pas bien, mais qu'il n'expliquerait pas davantage ce qui n'allait pas exactement. Pendant des jours après la disparition, les communautés côtières ont gardé un œil sur le rivage, mais personne n'est revenu. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le capitaine avait choisi de mettre fin à ses jours, en se faufilant sur le côté du navire, en attachant des poids lourds autour de lui et en sautant dans le lac. D'autres ont émis l'hypothèse que le capitaine avait été assassiné pour une raison inconnue et que son corps avait été jeté par-dessus bord peu de temps après avoir traversé le détroit de Mackinac. Cela aurait donné à l'équipage beaucoup de temps pour nettoyer la scène et proposer une histoire avant d'arriver à Port Washington. Bien que personne ne puisse vraiment dire si l'une de ces théories était vraie, ce sur quoi ils pouvaient s'entendre, c'est qu'elles étaient toutes les deux quelque peu plausibles. Mais ensuite, vous aviez l'autre côté, ceux qui n'étaient pas d'accord avec le récit et pensaient que quelque chose de plus surnaturel se préparait. C'étaient les gens qui pensaient que le capitaine avait peut-être été victime d'un pouvoir hors de son contrôle, mais plutôt pris par quelque chose. Ces personnes pensaient que le capitaine George R. Donner n'était malheureusement qu'un autre des comptes sur une longue liste de victimes du dangereux triangle du lac Michigan. Pour plusieurs personnes, il était coincé à l'intérieur du triangle pour toujours.
Pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, tout comme les Bermudes, l'Australie et le Japon, le lac Michigan abriterait un dangereux triangle aquatique. Dit être situé entre les points de Manitowoc, Wisconsin, Ludington, Michigan et Benton Harbor, Michigan. Le triangle du lac Michigan serait responsable des catastrophes à la fois sur l'eau et dans les airs, certains prétendant même que le triangle peut être tenu responsable du naufrage du Griffon depuis 1679. Avant de penser à des choses surnaturelles, il existe une explication fondée pour tenter de l'expliquer. Et pour expliquer cet événement mystérieux, nous devons regarder sa source d'origine, comprendre exactement ce qui est dit. Dans les articles originaux parus dans les jours qui ont suivi la disparition du capitaine Donner, ils se font un devoir de dire que son équipage ne croyait pas qu'il s'était suicidé. Il était à la fois un homme respecté et de confiance. Il n'a donné aucune indication qu'il se trouvait dans une position qui l'amènerait à se faire du mal. Ce qu'ils disent cependant, c'est qu'il était extrêmement fatigué et qu'il n'agissait pas comme lui-même à cause de cela. Il était spatie, perdu dans son esprit et était hyper concentré sur les boussoles. Tout ce qu'il pouvait faire pour éviter de dormir, il le faisait. Et c'est là que le problème entre en jeu. Selon des études médicales, lorsqu'une personne a évité de dormir pendant 48 heures, ses performances cognitives commenceront à décliner rapidement et le cerveau commencera à glisser dans des périodes d'inconscience complète appelées micro-sommeil. Ils ressentiront également une anxiété extrême, des niveaux de stress accrus et une irritabilité accrue. Après 72 heures d'éveil, les périodes de micro-sommeil commenceront à durer plus longtemps et vous commencerez à ressentir des troubles de la pensée, à avoir des difficultés à effectuer plusieurs tâches à la fois, à vous dépersonnaliser et à commencer à avoir des hallucinations audibles et visuelles. Après 96 heures sans sommeil, soit 4 jours, toute votre perception de la réalité aura changé et vous aurez glissé dans une psychose de privation de sommeil. Il faut 4 jours sans sommeil pour entrer dans une psychose de privation de sommeil. Et il a fallu 4 jours à partir du moment où il a quitté la Pennsylvanie pour que le capitaine Donner disparaisse. C'est 4 jours pour qu'il devienne agité, nerveux et paranoïaque. Maintenant, bien que nous ne puissions pas dire exactement ce qui a pu se passer et pourquoi il a disparu, nous pouvons dire que c'est une assez bonne théorie. Oui, le capitaine n'a peut-être pas été du genre à se faire du mal, mais lorsqu'il est pris dans un cas aussi extrême de privation de sommeil, il n'est pas incroyable de penser qu'il s'est peut-être complètement évanoui, est sorti de sa cabine et est tombé ou a sauté par-dessus bord par erreur. Encore une fois, cependant, ce ne sont que des spéculations de notre part, mais d'après la façon dont son équipage a parlé aux autorités et aux journalistes à l'époque, il semble que cela pourrait être la réponse. Mais cela ne résout pas les questions de ce qui est arrivé à son corps, ce qui se passait avec les boussoles et pourquoi son équipage l'a entendu jouer avec un tas de choses dans sa cabine qui ne pouvaient pas être localisées. Ces questions ont-elles des réponses logiques? Peut-être. Savons-nous même par où commencer pour essayer d'y répondre? Pas du tout. L'un des plus grands mystères du lac Michigan est la disparition du vol 2501 de Northwest Airlines. Même avec une quantité incroyable d'indices disponibles, l'emplacement de cet avion de ligne disparu a échappé aux équipes de recherche sérieuses pendant des décennies. Benton Harbor, Michigan, 23 juin 1950. Vers 23h25 le 23 juin 1950, un C-54 ADC N95-425, détenu et exploité par Northwest Airlines, s'est écrasé dans le lac Michigan, à environ 28 km au nord-ouest de Benton Harbor, Michigan. Aucun des 55 passagers et 3 membres d'équipage ont survécu. L'avion a été détruit.
Le vol 2501 devait opérer entre les points terminaux de New York et Seattle, Washington, via des points intermédiaires de Minneapolis, Minnesota et Spokane, Washington. Vers 19h31, le vol a décollé de l'aéroport LaGuardia pour Minneapolis avec un équipage composé de Robert C. Lind, capitaine, Vern F. Wolf, premier officier, et Bonnie A. Feldman, hôtesse de l'air. À bord se trouvaient 55 passagers, 2500 gallons de carburant, 80 gallons d'huile et 490 litres d'express, ce qui a entraîné un poids de l'avion de 71 342 livres au décollage. C'était 58 livres en dessous de la masse maximale autorisée au décollage et la charge était répartie de manière à ce que le centre de gravité se situe dans les limites approuvées. Le plan de vol déposé auprès de l'ARTC, Air Route Traffic Control, spécifiait une altitude de croisière de 6000 pieds vers Minneapolis, une altitude de 4. À 21h49, au-dessus de Cleveland, Ohio, une altitude de croisière de 4000 pieds a de nouveau été demandée par le vol et cette fois approuvée par l'ARTC. 40 minutes plus tard, l'ARTC a demandé au vol de descendre à 3500 pieds, car il y avait un vol en direction et à 5000 pieds au-dessus du lac Michigan qui subissait de fortes turbulences et des difficultés à maintenir son altitude assignée. L'ARTC a estimé que les deux vols se croiseraient à proximité de Battle Creek, Michigan, et que la séparation standard de 1000 pieds ne serait pas suffisante en raison de la turbulence. À 22h51, le vol 2501 a signalé qu'il était au-dessus de Battle Creek à 3500 pieds et qu'il serait au-dessus de Milwaukee à 23h37. Lorsqu'il se trouvait à proximité de Benton Harbor à 23h13, le vol a demandé une altitude de croisière de 2500 pieds. Cependant, aucune raison n'a été donnée pour la demande. La RTC n'a pas pu approuver cette altitude en raison d'un autre trafic. L'accusé de réception indiquant que l'ARTC ne pouvait pas approuver la descente à 2500 pieds a été reçu à 23h15 et c'était la dernière communication reçue du vol. À 23h37, Northwest Radio à Milwaukee a informé la compagnie à LaGuardia et Minneapolis et l'ARTC à Chicago que le vol avait 10 minutes de retard car il avait incorrectement copié le rapport de vol 2251. À 23h45, Northwest Radio à Milwaukee a transmis aux instructions de vol pour encercler la station de distance à Madison, Wisconsin, si son émetteur radio était inopérant. Au cours de la même période, toutes les stations radio de la CAA Civil Aeronautic Administration de la zone Chicago-Minneapolis ont tenté de contacter le vol sur toutes les fréquences. À 23h58, Chicago ARTC, à la demande de Northwest Airlines, a alerté les installations de sauvetage air-mer de la région, qui comprenaient l'armée de l'air, la marine, la garde côtière et la police d'État de l'Illinois, du Michigan, du Wisconsin et de l'Indiana. On a supposé que l'avion manquant avait été impliqué dans un accident à 5h30, puisque l'approvisionnement en carburant à ce moment-là aurait été épuisé. Une recherche intensive de la région du lac Michigan a commencé à la lumière du jour le 24 juin. Le jour suivant, à 18h30, le garde-côte américain Woodbine a trouvé une nappe de pétrole, des débris d'aéronefs et le journal de bord de l'aéronef dans le lac Michigan, à environ 28 km au nord-ouest de Benton Harbor. À 5h30, le 25 juin, des opérations de recherche sous-marine ont été menées avec des plongeurs et un équipement sonar. Des plongeurs sont descendus au point où de forts contacts sonars ont été établis. À ces endroits, le fond du lac se trouvait à 45 mètres sous la surface de l'eau et était recouvert d'une couche de limon et de boue estimée à 11 mètres de profondeur. La visibilité était inférieure à 20 cm. La possibilité de localiser quoi que ce soit était faible et les mouvements étaient sévèrement limités.
En plus des opérations de plongée, toute la zone a été draguée au grappin, mais sans résultat. Après 2 jours d'opération, la marine a suspendu ses recherches en raison des conditions difficiles et parce que rien n'avait été trouvé qui indiquerait que l'avion pouvait être récupéré. Depuis lors, la garde côtière et les aéronefs qui volent dans cette zone ont maintenu une surveillance maritime et aérienne. Alors que 2 policiers ont rapporté qu'environ 2 heures après la dernière communication avec le vol 2501, ils ont vu un étrange feu rouge planer au-dessus du lac Michigan et disparaître au bout de 10 minutes. Cette déclaration a fait la spéculation qu'un ovni a joué le rôle derrière le crash du vol 2501 et sa disparition. À ce jour, l'épave de l'avion n'a jamais été retrouvée et la raison de l'accident reste inconnue. Théorie derrière le mystère du triangle du lac Michigan. Une théorie populaire transmet le mystère du triangle du Michigan et est essentiellement centrée sur une ancienne formation rocheuse sous-marine découverte en 2007 qui repose sur le sol du lac Michigan. L'anneau de rocher de 12 mètres ressemble au Stonehenge. C'est l'un des sites historiques les plus débattus. Et une pierre à l'extérieur du cercle semble avoir des sculptures qui ressemblent à un animal préhistorique, ressemblant à un éléphant appelé mastodonte, qui a disparu il y a environ 10 000 ans. Il y a eu de nombreux rapports d'activité paranormale, tels que des observations d'ovnis sur le lac, et certains croient même que le triangle du Michigan est un portail du temps, qui est une porte dans le temps représentée comme un vortex d'énergie, qui permet à la matière de voyager d'un point dans le temps à un autre en passant par le portail. Au fil des ans, le mystère du triangle du Michigan intrigue les gens et il a gagné son nom de triangle du diable du Michigan pour avertir tout le monde de son côté sombre. La disparition de Steven Kubacki dans le triangle du lac Michigan. Steven a disparu le 20 février 1978. Il était un étudiant de 23 ans au Hope College de Holland, dans le Michigan, une université chrétienne privée, située près de la rive et du lac Michigan, lorsqu'il a disparu le 20 février 1978, alors qu'il effectuait un voyage de ski de fond en solo près de la ville de Saugatuck. Au lendemain de son voyage au lac Michigan, des motoneigistes de Saugatuck ont repéré des skis de fond abandonnés, avec un sac à dos et ont contacté les autorités pour signaler une personne disparue. Ils ont rapidement découvert que le contenu du sac appartenait à Steve et une mission de recherche et de sauvetage a été immédiatement lancée. Le seul indice était une traînée d'empreintes de pas de 200 mètres dans la neige, menant au bord du lac, qui s'est terminé brusquement, amenant les enquêteurs à conclure que Steve était tombé à travers la glace jusqu'à son décès, soit par noyade, soit par hypothermie. La région proche du lac Michigan était un endroit que Steve avait visité plusieurs fois auparavant. Steven était également connu pour être un amateur de plein air enthousiaste, qui avait auparavant escaladé des montagnes tout en étudiant à l'étranger en Europe. Il avait déjà fait du ski de fond dans la même région bordant le lac Michigan. Le voyage ce week-end n'était pas particulièrement inhabituel, mais le reste de l'histoire l'est. Le 5 mai 1979, bien plus d'1 an après sa disparition, Steven s'est réveillé dans une colline herbeuse à Springfield, Massachusetts, à 1126 km à l'est de l'endroit où il avait disparu. Après sa réapparition, Steven a déclaré aux journalistes qu'il s'était retrouvé à porter des vêtements qu'il ne reconnaissait pas comme les siens et qu'il avait un sac à dos rempli de cartes et de panneaux d'autostop suggérant qu'il avait fait beaucoup de voyages. Sacramento, San Francisco, Reno, Chicago, Utah. Il avait également $40 en espèces, de nouvelles lunettes, des baskets et un t-shirt d'un marathon dans le Wisconsin. J'ai l'impression d'avoir beaucoup couru, a-t-il déclaré dans une interview la semaine de sa réapparition.
Sa mémoire jusqu'à sa disparition est restée intacte. Il a dit que la dernière chose dont il se souvenait était d'avoir froid et d'avoir peur d'être perdu dans l'obscurité glacée. Steven a déclaré à un journaliste qu'il pensait que sa perte de connaissance était causée par l'épuisement et l'exposition et a déclaré qu'il consulterait un médecin pour un examen physique, mais qu'il ne consulterait pas de psychiatre. Steven a insisté sur le fait qu'il était dans un état d'esprit sain lorsqu'il est parti pour le voyage de ski et qu'il l'était toujours. Les détectives qui ont enquêté sur sa disparition avaient des doutes sur la théorie de la noyade. Ils ont envoyé ses dossiers dentaires à Chicago pour voir si Steven pourrait être parmi les victimes non identifiées du tueur en série John Wayne Gacy. Aujourd'hui, Steven reste bien vivant dans le nord-ouest du Pacifique, travaillant comme psychologue. Il a écrit un livre intitulé Meta-Metalical Foundation of Existence. Pendant des décennies, il a refusé de parler de sa disparition aux journalistes. L'histoire de Steven n'a pas beaucoup retenu l'attention des médias, pas même une page Wikimedia, mais il est populaire dans les communautés en ligne concernées par le paranormal. L'une des raisons en est le lieu de la disparition de Steven, près de la limite sud-est du soi-disant triangle du lac Michigan. Steven a déclaré aux journalistes en 1979 qu'il allait essayer de revenir sur ses pas pour reconstituer où il était quand il était parti. Est-ce qu'il l'a fait? A-t-il trouvé quelque chose? Ou ne l'a-t-il pas fait parce que ce n'était pas nécessaire? Le triangle de l'Alaska, un endroit mystérieux où plus de 16 000 personnes ont disparu. Si le triangle des Bermudes est bien connu de tous, il existe un autre endroit au monde où d'innombrables disparitions de bateaux et d'avions ont été signalées, le triangle de l'Alaska. Même si l'endroit n'est pas très connu, il suscite beaucoup de curiosité et de nombreuses théories circulent sur le sujet. Vortex, spatio-temporel, monstre mythique ou simple coïncidence. Le triangle de l'Alaska est une zone de nature sauvage, reliant les 3 points de la ville de Juneau, de Barrow et d'Anchorage. La zone couvre également la région nord de la chaîne de montagnes Barrow. Pendant des décennies, le triangle a fait l'objet de recherches et de discussions en raison de multiples disparitions mystérieuses qui y ont lieu. En effet, dans le triangle des Bermudes de l'Alaska, les avions tombent, les randonneurs disparaissent et les habitants ainsi que les touristes semblent disparaître dans des contextes qui restent actuellement inexpliqués. L'une des plus célèbres disparitions dans la région s'est produite en octobre 1972, lorsque 3 politiciens américains, Al Boggs, Nick Begins et Russell Brown, ainsi que le pilote Don John et son avion ont disparu. Les disparus ont été activement recherchés pendant 39 jours et un impressionnant arsenal avait été déployé pour les recherches. Mais absolument rien n'a été retrouvé, ni dépouilles, ni épaves. À l'époque, les théories du complot affirmaient que la disparition avait été orchestrée ou dissimulée par le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, en réponse aux luttes politiques intenses qu'il avait eues avec Al Boggs. À ce jour, aucune trace de l'avion ou des hommes n'ont été retrouvées. Depuis cette disparition, de nombreuses autres personnes ont été portées disparues à proximité du triangle de l'Alaska. Officiellement, plus de 16 000 personnes y ont disparu depuis 1988 et le taux de disparition y a été évalué à 1 personne sur 250. Jusqu'à présent, la meilleure explication rationnelle sur ces multiples disparitions est liée au fait que la région est essentiellement constituée d'une nature vierge et sauvage, qui regorge de nombreux dangers potentiels. À cela s'ajoute le fait que la région a un climat capricieux, pouvant tromper même les explorateurs les plus aguerris. La disparition de Richard Lyman Griffin. Richard est célèbre pour avoir inventé un cocon de survie en milieu sauvage. L'été 2006 semblait le moment idéal pour lui de le faire. Il voulait désespérément tester sa fiabilité.
Personne n'a remis en question ses motivations lorsqu'il est parti pour la nature sauvage du sud-est de l'Alaska. Il a fallu plus d'1 an à quiconque pour signaler sa disparition. Après l'enquête officielle, les autorités ont conclu qu'un bus l'avait déposé le long de la route de l'Alaska, où il s'était enregistré dans un pavillon près de la rivière White. Il a laissé une partie de son équipement et a informé certaines personnes qu'il prévoyait d'aller camper à McCarthy, une petite ville près du parc national de Saint-Elias. Lorsque Richard a commencé sa randonnée, il n'est jamais revenu. Alors que la plupart des gens pensaient qu'il testait son cocon sauvage, personne n'a pris la peine de vérifier s'il allait bien jusqu'à plusieurs mois après. À ce jour, les traces du corps ou du cocon de Richard n'ont jamais été retrouvées. Étant donné qu'il a disparu dans une région du triangle de l'Alaska, il a rejoint la liste des plus de 16 000 personnes qui ne sont jamais revenues. Alan Foster n'est peut-être pas une figure populaire, mais lui aussi fait la liste des personnes qui ont mystérieusement disparu dans le triangle de l'Alaska. Le 9 septembre 2013, Alan a piloté un Piper PA-32-260 qui a ensuite été porté disparu alors qu'il voyageait au-dessus de la région du triangle de l'Alaska. Le National Transport Safety Board rapporte qu'Alan avait volé selon un plan de vol selon les règles de vol à vue, fait le plein à Yucata et a continué à voler vers 15h30. Il a même contacté le service de vol de Juneau, indiquant qu'il s'arrêterait à Cordova si les conditions l'exigeaient. Cependant, 18 minutes après le décollage, quelque part entre le glacier Malaspina et le golfe d'Alaska, le radar a montré que l'avion d'Alan descendait à environ 1100 pieds avant de disparaître. Personne n'a plus jamais entendu parler d'Alan Foster et aucun reste de son corps ni de l'avion n'a depuis été retrouvé. La disparition d'Alan est mystérieuse parce qu'il était expérimenté. Il avait plus de 9700 heures de vol dans divers avions. Il n'arrêtait pas de demander des détails clés avant et pendant son vol et il n'a jamais signalé de problème avant de disparaître. Le seul facteur suspect est l'endroit où il a disparu, le triangle de l'Alaska. Frank Milano, éducateur traditionnel et mentor sur la vie de subsistance, la chasse et la culture, Frank a été porté disparu à Nenana le 17 août 2020. Il rejoint les milliers de personnes qui ont succombé à la colère du triangle meurtrier de l'Alaska. Il y a très peu d'informations disponibles sur la disparition de Milano. La police sait seulement qu'il s'est réfugié dans une cabane voisine le premier jour où sa disparition a été signalée. Plusieurs années plus tard, il n'y a aucune trace de sa dépouille. Malheureusement, cette mystérieuse disparition est typique de la plupart des victimes du triangle de l'Alaska. Très peu d'informations sont disponibles, mais des personnes continuent de disparaître. Leonard Lane était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 73 ans au moment de sa disparition. Le soir du 4 juillet 1995, Leonard a été porté disparu après un défilé à Fairbanks. Il a disparu dans le triangle de l'Alaska où il s'était promené. Ceux qui l'avaient vu quelques instants avant sa disparition disent qu'il boitait, probablement à cause des blessures subies pendant la guerre. Typique des autres cas où des personnes ont disparu mystérieusement dans le triangle de l'Alaska, la police n'a aucune piste quant à ce qui aurait pu arriver à Leonard. 2 ans plus tard, en 1997, il a été déclaré légalement décédé, mais son cas n'est toujours pas résolu. Thomas Anthony Nussey était un infirmier bien connu qui a voyagé à travers l'Alaska, prenant différents quarts de travail à divers endroits. Il avait un travail bien rémunéré et un mode de transport parfait, mais évidemment pas d'adresse de résidence permanente. Alors qu'il séjournait dans un motel Super 8 à Anchorage, Nussey a été porté disparu après avoir omis de se présenter au travail à Bethel en Alaska, à un court vol de l'endroit où il séjournait. Les rapports des enquêteurs indiquent que Nussey a été aperçu en train d'acheter un paquet de cigarettes, un briquet, des chips et du soda dans une station-service la veille de sa disparition.
Les rapports montrent également qu'il était en compagnie d'une femme. En interrogeant le personnel du motel Super 8, certains ont déclaré qu'un autre homme avait été aperçu dans la chambre de Nussy, la même nuit qu'il avait disparu. Alors que son vélo et sa Jeep ont été retrouvés plus tard, personne ne sait vraiment où Nussy a disparu à ce jour. Le 3 juin 2019, Shanna Oman a disparu après avoir quitté la maison de son amie à Fairbanks en Alaska vers midi. Suite à sa visite, l'amie de Shanna l'a déposée à Nico River, près de chez elle. Lorsque Shanna était entièrement hors de vue, son amie a conclu qu'elle allait bien. Cependant, plusieurs heures plus tard, la colocataire de Shanna a appelé l'amie à qui Shanna avait rendu visite plus tôt, indiquant qu'elle n'était pas arrivée à la maison. Après avoir déposé un dossier de personnes disparues, les autorités ont ratissé la zone. Même si cela semble répétitif, Shanna n'a jamais été revue. À ce jour, personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé dès qu'elle s'est éloignée de la maison de son amie. Quoi qu'il en soit, elle rejoint la liste des disparitions mystérieuses dans le triangle de l'Alaska. Paul Michael Lemaître, un marathonien de 65 ans, participait pour la première fois à la 85e édition de la Mount Marathon Race, lorsqu'il a soudainement disparu de la surface de la Terre. Habituellement, les participants doivent gravir la montagne aux forêts épaisses et naviguer à travers des criques sur environ 4,5 km. La dernière personne à avoir vu Paul était un commissaire de course. Il se souvient l'avoir vu monter jusqu'au point de retournement à environ 60 mètres de la ligne d'arrivée. Même si les conditions météo étaient brumeuses, le commissaire a certifié que Paul n'avait aucun problème. Au contraire, lorsqu'on lui a demandé son numéro de dossard, Paul a répondu 548, indiquant qu'il était toujours conscient. Cependant, c'était la dernière fois que Paul a été vu ou entendu depuis. Tous les efforts des experts en sauvetage en montagne, des soldats de l'État et des chiens de recherche se sont avérés vains. Paul n'a jamais été retrouvé. Il existe malheureusement d'autres disparitions. Si ce format vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, je referai plusieurs vidéos dessus. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.